particulier, dans un cadre atypique, pour un concept qui se veut être agréable et chaleureux. Nous sommes aujourd'hui réunis au mythique Rix Café, institution et table gastronomique incontournable de la vie casablancaise, qui reflète un certain esprit de Casablanca qui a été immortalisé par le mythique film Casablanca. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour célébrer ensemble la journée internationale des transferts de fonds familiaux, et nous sommes donc réunis pour rendre hommage à ces 200 millions de femmes et hommes travailleurs, ces 5 millions de Marocains à l'étranger qui partagent sans compter le fruit de leur dur labeur avec leurs familles qui sont restées dans leur pays d'origine et qui participent des fois sans le savoir et d'une manière directe ou indirecte au développement économique et socio-économique de leur mère patrie. On a vu que la générosité des Marocains du monde n'a pas de limite et défie même la crise, preuve en est en 2021, les transferts des Marocains du monde, des MRE, ont même dépassé les 93 milliards de dirhams, un chiffre record, il faut le dire, qui dépasse souvent la performance et les recettes à l'export de nos champions à l'export. En 2021, nous avons réalisé des exportations de l'ordre de 103 milliards de dirhams ou 104 milliards de dirhams, alors que les recettes de ces transferts de fonds ont atteint les 93 milliards de dirhams. C'est dire toute l'importance que revêt justement cette manne financière qui est un important levier de financement de notre économie et de financement de sa relance. Alors justement, comment expliquer cette super-performance justement malgré la pandémie? Comment faire mieux pour profiter des familles bénéficiaires de cette manne financière et faire justement de ce flux financier un levier d'inclusion financière? Comment aujourd'hui des nouvelles solutions digitales permettront de fluidifier ce flux? Et quelle est justement la place des coûts, les coûts qui sont souvent un frein qui freinent les transferts des Marocains résidant à l'étranger. Autant de questions que nous allons donc aborder dans un cadre particulier, un concept très particulier, très intimiste d'ailleurs, dans un lieu comme le Rix Café. Je vous rappelle que notre échange nous permettra d'explorer, de brainstormer, d'échanger ensemble pour élaborer des recommandations qui seront par la suite regroupées dans un document par notre rapporteur qui sera par la suite remis au ministère des Affaires étrangères, mais aussi aux différents acteurs du marché. Pour animer avec moi ce débat, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Hazim Sbata, qui est président de l'Association professionnelle des établissements de paiement, mais aussi directeur général de Cash Plus. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Mouawi Asqali, qui est président directeur général de Wafa Cash. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Karim Ammour, président de la région MEM by CGM. Merci beaucoup à vous, monsieur. Mais aussi un banquier, monsieur Laïdi El-Wardi, qui est également vice-président de la région MEM by CGM. Nous avons également l'immense plaisir d'avoir avec nous un universitaire émérite et chercheur spécialisé en matière de migration. J'ai nommé le professeur Maître Abdelkarim Bilgendouz. Professeur, très heureux de vous recevoir avec nous aujourd'hui. Et last but not least, la cerise sur le gâteau, puisque nous sommes dans un restaurant. Donc, nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Aziz Ni, qui est entrepreneur et investisseur franco-marocain, qui est également président d'Impact Real Estate, société d'investissement et immobilier, Impact Social en France, mais aussi vous êtes un serial entrepreneur avec Sément Taxi, quartier d'affaires, et j'en passe. Merci à vous, messieurs, d'être des nôtres aujourd'hui. Excusez-moi. On aurait bien voulu d'avoir un élément féminin avec nous, mais voilà, on dit souvent que le domaine de la finance et de l'économie est très réservé aux hommes. On va essayer la prochaine fois d'avoir avec nous une femme pour assister avec nous à cet événement. Je vous rappelle que cet événement... Oui, monsieur ? À la banque, tout à fait. Je vous rappelle que, madame, monsieur, que cet événement est organisé avec le soutien de notre sponsor exclusif, Wafa Cash, qu'on tient justement à remercier, mais aussi avec notre partenaire exclusif, qui est l'association marocaine l'association professionnelle des établissements de paiement. Je vais commencer par vous, monsieur Hazim, en tant que président de l'association. On l'a vu que malgré la pandémie, l'élan de générosité de notre communauté à l'étranger n'a pas été freiné, au contraire.
Nous sommes passés de 70 milliards de dirhams en 2020 à 93 milliards de dirhams en 2021. Comment on peut justement expliquer ce chiffre record? Merci, merci Mehdi. Alors évidemment, sachant que la tendance précédente, elle était de l'ordre de 3, 4, 5, 6% de croissance chaque année. C'est pour mettre en relief la croissance exceptionnelle de 2021. Alors la première explication qui vient à l'esprit, effectivement, c'est un élan de générosité de la part de nos Marocains du monde qui ont pensé à soutenir leur famille dans cette période. Évidemment, c'est une première explication qui forcément à sa place. Et puis il y a une deuxième explication qui est revenue souvent dans les journaux, c'est le fait qu'en Europe notamment, il y a eu un certain nombre une forme de soutien des États, des gouvernements envers les citoyens européens, dont les Marocains du monde, et que donc, de manière mécanique, ça a ruisselé en tant que soutien aux familles, des familles qui sont restées au Maroc. Donc effectivement, ce sont des explications qui ont certainement leur place et qui expliquent forcément une partie du phénomène. Maintenant, je peux apporter une troisième explication qui, pour moi, est l'explication. Et on en a beaucoup parlé dans la profession, entre confrères, etc. Tout simplement, on compte aujourd'hui des flux qu'on ne savait pas compter avant. Dans le sens où ces flux existaient, mais sauf qu'ils étaient dans des circuits. Donc vous parlez de l'informel. Je parle effectivement de l'informel. Il y a plusieurs moyens effectivement de faire transiter de l'argent d'un pays à l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Et ces flux, on ne savait pas les compter. Aujourd'hui, on sait les compter. C'est ce qui explique cette explosion particulière pendant cette période. Rappelez-vous que pendant cette période, la pandémie a créé en particulier une fermeture des frontières. Les frontières au niveau des frontières aériennes, les frontières terrestres, c'est-à-dire chacun des pays, donc le Maroc n'est pas le seul, était isolé volontairement du reste du monde, donc on ne pouvait pas avoir des flux de personnes. Qui dit flux de personnes, dit flux d'argent dans des valises. Et ce même phénomène, on l'a vécu également en interurbain pendant une période. C'est-à-dire à l'intérieur du pays, les flux de personnes étaient quasiment fermés. Si vous vous rappelez la période mars, avril, mai, juin 2020, on ne pouvait pas aller d'une ville à l'autre ou exceptionnellement. Et donc, tous ces flux-là, qui passaient dans des taxis, dans des autocars, etc., le Marocain n'a pas trouvé d'autre moyen que de passer de manière formelle par des flux, donc par les services des partenaires financiers. Donc, en l'occurrence, les banquiers font partie de ces outils, de ces services financiers. Nos établissements, les établissements de paiement, dont Wafa Cash effectivement fait partie, donc on a servi à porter ces flux-là. Maintenant, on pourrait se dire, maintenant que les frontières sont ouvertes, est-ce que les flux ont baissé? Déjà, Banque Maghreb table sur 80 milliards de dirhams pour cette année. Ce qui est moins que 2021. Sachant que plus que 2020. 2021, on avait Marhaba. Il y avait Marhaba, mais tout de même, les Marocains, ils ont envoyé de l'argent en début d'année, mais ils ont ramené encore de l'argent avec eux durant l'été. Et comment vous expliquez justement cette performance? Pourquoi on continue à faire de la croissance? Des fois, la force des habitudes est très forte. Et certaines personnes, quand on dit l'informel, ça ne veut pas dire forcément qu'ils le font parce que, ou pour une finalité d'échapper à un système ou d'échapper au fisc notamment, etc. Enfin, c'est juste par habitude. C'est juste que depuis toujours, ils ont fait ça et ils ont continué à fonctionner. Et quand on a fermé c'est-à-dire que le moyen habituel par lequel ils passaient, ils étaient obligés d'aller chercher d'autres choses. Et notamment, ils sont rentrés dans des circuits plus formels. Mais une fois qu'on a goûté à ces circuits, on se rend compte que finalement, c'est bien. Que finalement, ça ne coûte pas très cher. Finalement, c'est instantané. C'est sécurisé. Enfin, il y a un certain nombre d'arguments. Et beaucoup sont restés. Mais est-ce que ça a permis de réduire le cash? Parce que quand on parle de transfert légalisé, formel, on dit qu'il y a moins de cash qui est en circulation. Parce que vous avez donné cette image de mallette remplie d'argent. Et là, on passe par des banques, par des acteurs bancaires. Est-ce que le cash a été réduit? Alors, soyez avec nous, cash. Oui, évidemment, mais même plus.
En fait, le cash, je vais séparer l'opération, je vais la saucissonner, comme ça on peut s'entendre. Il y a le moment où la personne apporte du cash, il y a le moment où le cash est transféré, et le moment où la personne récupère du cash. Ça fait trois parties de la même opération. Ce qui s'est passé, c'est que c'est celle du milieu qui a été digitalisée. Mais la partie cash-in et cash-out sont restés en cash. Nos établissements interviennent au milieu. Donc on continue à servir du cash parce que les clients veulent obtenir du cash. Et puis de l'autre côté, dans les pays d'Europe, un certain nombre de personnes, d'usagers, continuent à poser du cash. C'est vrai moins qu'avant. C'est vrai qu'on observe un phénomène, notamment sur cette partie de cash-in, on va plus digitaliser, on va plus utiliser sa carte bancaire notamment, sa carte de paiement pour pouvoir envoyer. Mais le cash-out reste toujours assez fort. Je me tourne vers vous, Monsieur Sqli. Est-ce que vous pensez justement que le digital a permis à ces Marocains résidant à l'étranger de contourner les restrictions sanitaires et d'envoyer plus d'argent en 2021 ? Je pense que on va pas dire contourner parce qu'il y avait déjà des circuits formels, donc qui étaient tout à fait des circuits connus, légaux, qui peut-être coûtaient un peu plus cher que le digital. Le digital malheureusement ne pèse pas encore beaucoup pour le comparer le circuit classique. Mais c'est on va dire le moyen qui permet de réduire justement le coût d'envoi, qui est l'objectif initial des grands organismes internationaux, de l'ONU et de la Banque mondiale, qui visent à arriver à un coût d'envoi d'argent des migrants de moins de 3%. Sur le circuit qu'a décrit Hazim tout à l'heure, qui est divisé en trois parties, une jambe en cash, une troisième jambe en cash, et la transaction au milieu qui était seulement digitale, ce circuit-là, il est cher. Parce qu'on a 2 fois la manipulation d'espèces, avec le risque, avec la logistique. Ça cherche entre 6 et 12% de coût final, ce qui reste cher. Quand on digitalisera l'ensemble de cette chaîne, on arrivera à moins de 3%. On l'a déjà testé chez nous, dans nos applications à nous, donc Wafa Cash Europe. On est à moins de 3% quand c'est purement digital, donc d'une carte bancaire vers un compte, vers un wallet ou même vers le cash, ça devient moins cher. Et donc le but du digital, je ne dis pas qu'il va légaliser le transfert d'argent, il l'est déjà. Tous ceux qui opèrent d'une façon légale le font à travers un agrément des autorités monétaires, mais il va simplifier, réduire et encore accélérer l'instantanéité des envois et le coût, parce qu'on le fait de son salon, on ne se déplace pas. Il y a aussi le coût du déplacement qu'il faut rajouter. Quand on prend la voiture ou le train pour aller faire du transfert, ça coûte. Même au Maroc, la capillarité du réseau a déjà réduit ce temps, donc on est dans le last mile delivery pour le cash, mais le digital encore on le reçoit dans le salon, donc c'est encore plus... donc ça c'est le premier objectif on va dire de l'ONU et tout ce qui tourne autour du développement de l'immigration, mais il y a aussi le digital va servir à aller plus, pour que ces envois d'argent soient plus chirurgicaux, c'est d'aller payer directement les dépenses, payer de l'eau, de l'électricité, de la scolarité, de la santé, et ça aussi le digital permet de le faire. Et le fait très bien. Alors justement, vous avez parlé de l'expérience de Wafa Cash avec l'application Wafa Cash. Est-ce que vous avez senti un engouement pour cette application au cours de ces 2 dernières années, les années liées à la pandémie ? Oui, et malheureusement, il a été lancé qu'en septembre 2021, donc juste après on va dire, entre guillemets, après la pandémie, après on va dire les déconfinements. On a senti l'engouement parce que la marque est connue dans les pays d'Europe, ce qui a été lancé dans les 19 pays qui utilisent l'euro comme monnaie, qui connaissent la banque et qui connaissent la filiale. Et nous souhaitons la généraliser dans d'autres territoires. Il y a l'engouement parce que ceux qui la découvrent deviennent addicts, parce qu'en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, à partir de son salon, on ouvre un compte, on commence à transférer de l'argent et on ne se déplace pas. Et tout ça, c'est faisable au full digital, comme je disais. Donc, ça trouve, on va dire, ça trouve sa place chez tous les gens digitaux.
Malheureusement, nos compatriotes ne le sont pas tous, mais il y a leurs enfants, la deuxième génération et la troisième maintenant, qui peuvent donc télécharger l'application et transacter directement sur l'application. Et qu'en est-il du coût? Alors le coût, tout ce qu'on fait... Parce que vous avez une offre M-Wallet et une offre compte bancaire, c'est ça? On le fait actuellement gratuitement, Ah, ok. parce que c'est que de lancement, mais ça ne va pas aller au-delà du seuil donc, psychologique des 3% dont on souhaite converger dans le futur. Je me tourne vers vous, Monsieur Hazim, c'est que Monsieur le Président parlait de changement de génération. Tout à l'heure, en discutant avec Professeur Gundouz, on a parlé qu'il y a un risque de tarissement des transferts de ces Marocains. Est-ce que vous pensez que le digital permettra de maintenir ce flux financier dans les années à venir? Je n'ai pas compris pourquoi risque de tarissement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un changement générationnel. On est à la troisième, quatrième génération. Tout à fait. Je comprends. En fait, on est à la première génération. On a une problématique au Maroc par ailleurs. Je vais changer de sujet. Tous les IT men que nous formons et qui partent à l'étranger, ce sont des premières générations. Tout à fait. C'est-à-dire il y a une espèce de revolving dans l'émigration, et c'est une immigration de qualité d'ailleurs. De qualité dans le sens, je suis pragmatique et je parle juste de la partie chiffrée, c'est une immigration qui éduquée, qui va avoir des revenus élevés et qui forcément en transfère une partie. Donc je ne suis pas d'accord. Enfin, évidemment, si on était resté sur la première génération des années 50, 60, etc., oui, effectivement, il y a tarissement, mais non, il y a renouvellement des générations. Maintenant, est-ce que le digital est facilitateur? Oui, bien sûr que le digital est facilitateur. En tout cas, il donne une alternative pour ceux qui souhaiteraient le faire depuis leur salon, comme a dit Maria, et ceux qui veulent continuer à aller chez leur boucher du coin pour envoyer de l'argent, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, ils peuvent aussi en envoyer. Ça donne une alternative supplémentaire. Est-ce que aujourd'hui ces transferts digitalisés peuvent être un levier d'inclusion financière justement de la famille bénéficiaire de cet argent? Je pose à vous la question, mais aussi à M. Ça reste le choix du bénéficiaire. En fait, le bénéficiaire, c'est lui qui décide est-ce qu'il veut sortir cet argent en cash et au final aller payer ses dettes, parce que c'est ça la réalité. Il va payer ses dettes chez Moul Hanout, payer sa dette de l'Kra, etc. Rembourser sa partie de Dart. Et donc, est-ce qu'il souhaite recevoir cet argent dans un compte et faire tout ça à partir de son compte? Ça reste son choix et ça fait appel à d'autres écosystèmes, d'autres situations où il faudrait pouvoir permettre à ce que Moul Hanout accepte le paiement. Je suis vraiment en train de virer sur un autre sujet. Accepte le paiement par un autre moyen que le cash, que le DART soit par un autre moyen que le cash, que Moul Kra accepte, etc. Monsieur Srali? En fait, l'idéal aurait été que le bénéficiaire aussi garde l'argent dans un support électronique et en faire un bon usage, puisque au Maroc, depuis maintenant 2 ou 3 ans, on a ouvert ce qu'on appelle les porte-monnaies électroniques. C'est bien des porte-monnaies. L'argent, on le voit tous les jours. On peut le dépenser et les sécuriser. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. C'est une révolution générationnelle qui va prendre, sûrement. Tout le monde est dessus en ce moment. Les pouvoirs publics, les banques, les établissements de paiement. Ça progresse. On a à peu près 6 millions de porte-monnaies électroniques ouverts, mais qui ne transactent pas encore tous et d'une façon régulière. Donc, c'est un début, c'est comme ça. Si je reviens à la carte bancaire qui a maintenant 40 ans d'existence, c'était exactement le même début. Malheureusement, même avec la carte, tenez-vous bien quand je dis qu'on fait 400 millions de transactions sur les cartes, seulement 40 millions, c'est du paiement. Le reste, on retire de l'argent pour payer. Donc, en 40 ans, on a digitalisé que 10% du process global et il nous reste encore 90% du chemin. Donc, je ne sais pas, c'est vrai, psychologiquement, on a un très très grand attachement au cash, à l'espèce, à l'argent. Quand on le voit, peut-être on est plus sécurisé que quand on voit des téléphones ou des cartes, mais ça va changer. Nous sommes là pour éduquer tout l'écosystème, donc de celui qui envoie de l'argent jusqu'aux membres de la famille, de l'écosystème de paiement jusqu'à arriver
aux grandes corporates de FMCG, mais aussi de l'État vers le citoyen, de la CNSS vers le citoyen, etc. Voilà. Merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Hamoud, président de la région MEM, CGEM. Alors justement, on l'a vu, c'est une manne financière importante. Est-ce que selon vous, elle reflète l'attachement de ces Marocains du monde à leur pays et surtout à leur développement, à son développement économique? Oui, alors incontestablement, nous à la CGEM, en réalité, on s'adresse exclusivement à ces Marocains du monde qui sont soit entrepreneurs, soit au potentiel, c'est-à-dire qu'ils travaillent soit dans les centres de recherche, soit dans les grandes entreprises ou dans les grandes administrations. Et donc, on a un profil de porteur de cash, entre guillemets, ou de transfert, qui est particulier. On a à peu près, aujourd'hui, à travers le monde, entre 500 et 550 000 Marocains qui correspondent à ce profil. Évidemment, en entendant ce qui a été dit tout à l'heure, nous, quand on est au conseil d'administration de la CGEM et que on travaille sur des problématiques informelles, qu'on travaille sur des problématiques de traçabilité qui impactent complètement notre économie et qu'on est sur lesquelles on a des impératifs de défense des intérêts des entrepreneurs marocains, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient au Maroc, on est très concerné par cette problématique. Et on se dit que si, en moyenne mondiale, et vous avez repris les chiffres tout à l'heure, il y a eu une augmentation lors du Covid des transferts des Marocains du monde vers le Maroc de plus de 5 à 7%, parallèlement, il y a eu une baisse mondiale des transferts de la diaspora étrangère vers leur pays entre 5 et 7%. Donc il y a un différentiel entre l'attachement qu'ont les Marocains sur leur pays et ceux de la diaspora en moyenne des étrangers de l'ordre de 14%. C'est énorme hein, à ce stade, à ce niveau-là. Maintenant, pour revenir à ce qui nous concerne à la CGEM, c'est le fléchage de ces transferts vers de l'investissement productif. Et c'est là qu'on a un vrai sujet au niveau du Maroc, pas seulement à la CGEM, mais au niveau même du ministère des Finances. Nous avons au sein de la CGEM la Fédération des établissements financiers, qui est représentée à la fois par le GBBM, mais aussi par les établissements de crédit et de transfert. Et au sein de cette fédération, nous avons souvent assisté à des discussions qui consistaient à dire comment est-ce qu'on peut mieux flécher parmi ces 93 milliards de transferts qui ont lieu tous les ans, ces investissements vers de l'investissement productif. Quand on fait le calcul aujourd'hui, sur la totalité de ces transferts, pratiquement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais là, Heidi va les reprendre tout à l'heure, on a pratiquement plus de 80% qui sont fléchés vers du transfert destiné à de la consommation, donc du paiement de factures, etc. C'est plus de love money. C'est de love money et du assistance money. Et le reste, le reliquat, soit à peu près 15%, va pour grande partie, pratiquement 80%, de l'investissement immobilier, et le reliquat va vers de l'investissement productif. Notre rôle aujourd'hui à la 13e région de la CGEM, c'est d'essayer de flécher cet investissement à travers les établissements de paiement ou à travers les établissements de crédit traditionnels que sont les banques, et là Heidi pourra en parler mieux que moi tout à l'heure, vers de l'investissement. Et en ceci, nous avons élaboré à la CGEM une stratégie en 5 piliers. Et moi, je rejoins un peu le professeur quand il dit qu'il risque d'y avoir un tarissement. Pour quelle raison? C'est parce que les gens dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont cette fameuse génération de Marocains dans l'IT et dans d'autres domaines qui partent. Aujourd'hui, à la CGM, on les a chiffrés au nombre de entre 8 000 et 10 000. Et donc, on crie au loup pour dire c'est 10 000. Mais on est en train de parler de 5 millions de personnes. Donc 5 millions de Marocains, dont 4 millions ou 3 millions et demi étaient partis il y a 20-30 ans, et qui constituent la manne financière. Alors, je ne suis pas sûr que cette catégorie de gens qui partent sont aussi prolifiques en termes de transfert. Mais encore une fois, Heidi va en parler. Je ne suis pas sûr non plus que les pays sont prêts à accueillir à bras ouverts 4 millions de nouveaux Marocains qui seraient prêts à partir à l'étranger dans les générations futures. Vous connaissez les politiques, les paradigmes politiques qui président aujourd'hui, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et on regarde ça avec une appréciation très dubitative en disant comment est-ce qu'on va faire pour renouveler cette manne. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on travaille sur des sujets de transfert, de translation, de transhumance d'un love money, parce qu'on sait qu'il risque
entre guillemets, j'espère que ça n'arrivera pas, mais en tout cas on en prend le chemin, de se tarir vers un transfert beaucoup plus productif qui, lui, part d'investissements de 4, 5, 10, 20. On a aujourd'hui des membres de la CGM de la diaspora qui ont investi jusqu'à 300 millions de dirhams pendant la période du Covid sur des projets d'investissement au Maroc. Voilà, je me tourne vers vous, Monsieur Laïd El-Wardi. Vous êtes vice-président de la région MEM CGM, mais aussi vous étiez ancien directeur général de la banque commerciale du groupe BCP, y compris les marchés des MRE, mais aussi des PME. Alors justement, comment on parle justement d'une transformation de ces transferts vers le poste de l'investissement? Vous, au niveau de la CGM, qu'est-ce que vous faites pour accompagner et faciliter cet investissement, ces transferts de ces Marocains? Et quel est justement le profil type de cette nouvelle génération de migrants au Maroc? Je pense que juste pour enrichir le débat, je voudrais d'abord parler de manière un peu plus académique, probablement, pour pouvoir situer le débat. D'abord, il faut qu'on se dise que il ne faut pas, on va dire, translater ce qui s'écrit dans la littérature au niveau mondial sur les transferts des migrants sur le Maroc. Parce que je pense que le Maroc a une situation très particulière, dont on ne parle pas beaucoup. C'est que le Maroc a défini un business model, les banques ont élaboré un business model qui est très particulier, qui est celui, qui n'est pas lié au transfert, qui est celui de la bancarisation des MRE dans les banques marocaines. Aujourd'hui, on a presque 60% des MRE qui sont bancarisés dans les banques marocaines. L'objectif étant de rapatrier l'épargne. Au Maroc, avant, on ne parlait pas de transfert, on parlait de rapatriement de l'épargne. De rapatrier l'épargne et dans les comptes bancaires et de laisser les banques faire le rôle d'intermédiation, donc de financement de l'économie nationale. Donc ce modèle est un modèle qui a été mis en place à la fin des années 60, dans le début des années 70. Et donc, qui fait qu'aujourd'hui, on a pratiquement entre 20 et 25% de l'épargne des ménages qui est constituée par des dépôts MRE, ce qui est considérable. Donc, qu'on le veuille ou non, sur un plan macro, et le professeur qu'on ne contredira pas, les MRE, par leur épargne, participent au développement de l'économie nationale. Donc tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ne peut pas être investisseur direct, mais de manière indirecte, par le fait de la mobilisation de leur épargne au niveau du système bancaire marocain, les MRE contribuent depuis les années 70 au financement de l'économie nationale à travers l'intermédiation bancaire. Donc ça, c'est un point macro qui est significatif. Le deuxième point qui est extrêmement important, et là aussi, je pense que le professeur Guendouz ne contredira pas sur le sujet, beaucoup d'études empiriques ont démontré de manière très précise que les transferts des migrants, de manière générale, augmentent de manière significative dans deux cas de figure. Premier cas de figure, crise dans le pays d'origine. Ça veut dire chaque fois qu'il y a, si vous regardez les chiffres, chaque fois qu'il y a une sécheresse forte au Maroc, les transferts ont augmenté. Parce qu'ils sont destinés, comme l'a dit Karim, essentiellement à du soutien des familles. Le deuxième point, c'est quand il y a une crise dans le pays de résidence. Souvent, les crises politiques dans les pays de résidence s'accompagnent par une augmentation des transferts. Donc c'est quelque chose qui revient très souvent, et je partage le point de vue de Sir Hazim pour dire, en réalité, l'année 2021 est assez exceptionnelle, elle a permis de tracer, en fait, des transferts qu'on ne captait pas dans les statistiques. Donc, à mon sens, c'est-à-dire que si on veut aller plus loin et dire comment, en fait, on va orienter l'épargne des MRE vers de l'investissement direct, en fait, il faut partir du postulat de base que, sur un plan macro, la chose est déjà là. Et donc, ça veut dire qu'il faut toujours continuer à travailler sur la bancarisation des MRE au niveau des pays d'accueil. Et l'idée du G20 ou à un moment aussi de la Banque mondiale et de la BERD, c'était de favoriser l'inclusion financière dans les pays d'origine de ces migrants dans le cadre de ce qu'on a appelé à l'époque de la bibancarisation, qui permet à la fois en fait d'avoir une traçabilité, mais formaliser aussi les transferts dans un cadre de système financier et qui permet de facto en fait une contribution directe à travers l'intermédiation bancaire dans le financement de l'économie. Beaucoup de pays subsahariens aujourd'hui dans lesquels les banques marocaines sont installées nous ont envie d'avoir construit
en fait ce modèle. Donc il faut continuer à travailler sur ce modèle de bancarisation et de bibancarisation avec les systèmes financiers des pays de résidence. Ça, c'est un phénomène. Le deuxième point, juste pour enrichir un peu le débat autour du tarissement. Moi, j'ai géré ce marché pendant 30 ans à la banque. Et je pense que mon ami Mouawiya le confirmera aussi, parce qu'il a été sur ce marché pendant très longtemps. C'est dans les discussions que la banque a avec Standard pour chaque année, c'est de dire, vous savez tous que la banque où j'étais avait une grosse épargne MRE, elle détient une grosse épargne MRE, c'est de dire, il y a tarissement, il y aura tarissement demain, donc vous allez avoir des difficultés au niveau de la collecte de l'épargne. En réalité, c'est un discours que j'entends depuis 30 ans. Et cette prévision ne s'est jamais... Et là, je rejoins c'est Hazim sur le fait de dire l'immigration continue. Elle continue avec de nouveaux profils, mais aussi avec des profils de générations anciennes. C'est pas parce que... on ne le dit pas parce que c'est tabou sur le plan politique, mais l'Allemagne continue à recruter de la maîtrise, au niveau de la maîtrise, pas au niveau des cadres supérieurs, mais au niveau de la maîtrise. Aujourd'hui, il y a un déficit au niveau de tous les métiers de service. Et donc, il y a des recrutements assez importants. Mais il y a également la pression inflationniste au niveau mondial. Est-ce que c'est pas quelque chose qui risquerait d'accélérer ce... Alors, juste pour continuer un peu mon raisonnement macro, c'est de dire, donc on a d'un côté l'épargne, et les Marocains ont travaillé beaucoup sur cette épargne. De l'autre côté, aujourd'hui, l'année 2021 est assez exceptionnelle parce qu'on a vu une manne de cash fait, mais les transferts à travers le réseau bancaire constituent pratiquement entre 60 et 70% des transferts. L'année 2021 est une année un peu d'exception où on a plutôt inversé la tendance. Mais les transferts à travers les canaux bancaires sont des transferts qui restent importants. Tout à l'heure, Karim disait une grosse partie des transferts donc, va vers la consommation. Et donc, en fait, en réalité, c'est aussi une contribution au développement de l'économie nationale, parce qu'on revient, il y a la loi on dope un peu le pouvoir d'achat. La demande de la demande. ménage, donc on dope la demande qui fait que ça répercute fatalement sur les PME et PMI, donc sur la production. Donc ça favorise la production. Donc en fait, si on veut évoluer vers autre chose, il faut qu'on reconnaisse un peu cet état de fait et qu'on reconnaisse que les MRE, de par leur épargne, contribuent de manière indirecte au financement, que ce soit à travers la consommation, que ce soit à travers leur épargne dans les banques, au développement de l'économie nationale. Alors pour revenir à votre question... Tout à fait, l'inflation mondiale. Sur l'inflation, de toute façon, on va importer, parce que quand on finance la consommation, en fait, ça induit l'inflation. Beaucoup d'études empiriques, notamment ou universitaires, démontrent que le fait que les transferts d'argent aillent directement à la consommation est quelque chose qui contribue à l'inflation, de manière très directe. Donc, probablement que ça va avoir un impact chez nous. Mais pour revenir à votre question sur l'investissement, ce qu'on cherche aujourd'hui à travers la 13e région de MEM, c'est de dire, en fait, c'est de susciter de l'intérêt des Marocains au potentiel ou des Marocains entrepreneurs résidant à l'étranger d'investir au Maroc et d'accompagner en fait l'élan aujourd'hui et toute la dynamique de développement de l'économie nationale. Tout le monde le sait, dans le cadre du nouveau modèle de développement, le modèle de développement a retenu le fait que les compétences marocaines de l'étranger peuvent être un catalyseur qui peut accélérer en fait tous les axes ou les orientations de développement du Maroc. Et ce qu'on cherche à faire au niveau de la 13e région, c'est de pouvoir effectivement d'abord présenter les potentialités de l'économie marocaine, à la fois en tant qu'économie nationale, mais aussi en tant que hub pour l'Afrique. Aujourd'hui, le Maroc est positionné sur un certain nombre de sujets en tant que hub très important, et les banques ont ouvert la voie vers l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, en fait, intéresser ces MRE sur des sujets, notamment liés à tout ce qui se profile après la pandémie, à la souveraineté nationale, la souveraineté de production nationale. On a des compétences qui peuvent intervenir que ce soit dans le médical, dans la production
de biens de consommation nationaux pour pouvoir en fait substituer la production nationale à l'importation. Donc, in fine, avoir un impact en fait sur les budgets de l'État, sur je dirais la dépendance vis-à-vis de l'importation et équilibrer la balance commerciale. Donc, et tout le travail qu'on fait, c'est de pouvoir identifier ces Marocains au potentiel et entrepreneurs et de leur présenter toutes les potentialités du Maroc et de les accompagner en fait, pour faire les premiers pas et de faciliter les premiers pas. Ça ne veut pas dire que tous les MRE peuvent être des entrepreneurs. Mais ils peuvent être des financiers, des émetteurs de financement. Alors, ils peuvent être des émetteurs de financement de manière directe, comme ils peuvent, je pense qu'il ne faut pas occulter cet aspect-là, comme ils peuvent être des émetteurs de financement de manière indirecte en rapatriant leur épargne au Maroc. Et donc, les banques joueront le rôle d'intermédiation. Donc, parce que c'est, bon, théoriquement, c'est quoi, en fait, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est il y a des gens qui ont un surplus d'épargne, il y en a d'autres qui ont un déficit d'épargne. Donc, ceux qui ont un déficit d'épargne et qui ont besoin d'investir, vont pas emprunter à ceux qui ont un surplus d'épargne. Donc, et le système bancaire joue ce rôle-là d'intermédiaire entre les uns et les autres. Donc, il faut continuer à encourager la bancarisation de ces MRE et mettre en place tous les instruments, notamment de valorisation de l'épargne, pour que les Marocains rapatrient leur épargne au niveau du système financier national. Justement, on parle d'investissement, on parle d'entrepreneuriat. Avec nous, M. Azesni, qui est entrepreneur, investisseur engagé. Vous avez lancé, vous êtes un serial entrepreneur, si j'ose dire. Alors justement, comment aujourd'hui est-ce que vous confirmez cette transformation de ces transferts d'argent des Marocains du monde en investissement dans le tissu économique marocain? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Je ne suis pas forcément un spécialiste du transfert de fonds, mais j'ai une petite expérience en matière d'investissement. J'ai aussi un regard sur l'évolution de cette diaspora, en particulier marocaine et en particulier en France. Et c'est vrai que ça a été dit, l'histoire de cette immigration partie et qui envoyait de l'argent au pays, c'était d'abord le fait de gens qui étaient peu ou pas formés, beaucoup de main-d'œuvre, de classe ouvrière très forte, et qui envoyaient de l'argent au pays pour soit aider la famille, éduquer quelques-uns des membres, parfois avec ce fameux mythe du retour, acheter un bien immobilier, quelques têtes de bétail, 3 oliviers, enfin on était au niveau 1 de ce que l'on peut appeler de l'investissement. La diaspora a évolué, le niveau social, le niveau éducation. Aujourd'hui, j'ai le sentiment de voir plutôt des gens qui ont envie d'aider leur pays, qui n'ont plus forcément d'ailleurs une vision sur le Maroc, mais plutôt sur la région Afrique, et qui se disent comment, c'est peut-être la mondialisation qui fait ça, on a une analyse par pôle, et on se dit on est à Paris, on est à Londres, on est à Amsterdam, comment on peut investir, et investir ça veut dire rendement, ça veut dire ce retour sur investissement, mais comment je peux le faire avec un impact social. Et ça ne veut pas dire que c'est contradictoire avec le fait de continuer à envoyer pour aider la famille. Ça veut dire simplement qu'on a une autre approche. Et là, effectivement, les offres aujourd'hui sont peut-être un petit peu à construire. Il y a bien sûr le crowdfunding qui commence à se développer. Il y a d'autres formes. Moi, j'essaye par exemple de structurer, alors c'est via le Luxembourg, c'est très compliqué, de titriser via des soukouk, donc c'est des titres participatifs sur ces monts taxis, en mobilisant l'argent de la diaspora pour investir dans des activités à impact social. Donc je crois que c'est une demande qui est très forte. J'ai entendu parler de l'action bancaire, je suis un petit peu critique sur le sujet, parce que je tiens à tirer mon chapeau à cette première génération partie dans les années 50, 60, qui ont fait le matelas en cash de ces banques. Aujourd'hui, une autre diaspora continue à le faire. Et j'ai le souvenir d'un très beau discours de Sa Majesté en octobre 2019 sur la volonté et l'appel aux banques d'ouvrir un petit peu les robinets pour accompagner les entrepreneurs, les TPE, les MRE sur ces sujets. Et j'aurais aimé qu'on présente aujourd'hui le chiffre de 91 milliards de ces diasporas, mais versus
l'ouverture ou la non-ouverture de ces robinets, et est-ce que vraiment les TPE, les PME et tous ces entrepreneurs ont pu bénéficier un petit peu de ce que certains ont théorisé comme le grand ruissellement de ce cash. Parce que c'est très important. Si on fait appel à l'argent de la diaspora, il faut aussi qu'on ait de l'autre côté une mesure de où est-ce que ça va et à qui ça profite. Alors, justement, on parle d'investissement. Monsieur Amour a parlé que il y a l'immobilier, la consommation, l'immobilier, mais aussi l'investissement. Aujourd'hui, quels sont les domaines d'investissement de ces Marocains qui veulent investir, Marocains du monde, qui veulent investir dans leur pays d'origine, sachant que si on prend la première génération, ils avaient une prédilection, une prédisposition à investir dans l'immobilier, dans la pierre. Ça change au fil des générations. Quels sont justement ces secteurs qui sont choisis par ces entrepreneurs marocains du monde? L'immobilier marocain ou pas marocain, diaspora ou pas diaspora, la pierre reste une valeur refuge de premier plan. Mais j'ai le sentiment que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces Marocains qui sont diplômés dans l'informatique, dans la finance, il y en a beaucoup en Europe, qui sont entrepreneurs, j'en côtoie beaucoup, j'ai le sentiment qu'ils ont envie d'avoir une gestion de portefeuille et d'investir dans des choses à impact social. Leur intérêt, c'est de se dire d'abord, bon, j'ai envie de gagner des sous, mais qu'est-ce que ça va amener de bien là où je vais investir? Quel impact social ça va avoir sur mon village, sur ma ville, sur ce quartier, sur mon pays d'origine? C'est vraiment cette dimension impact social, RSE, transition écologique, mais c'est un mouvement mondial et qui, à mon avis, mériterait d'être un peu plus regardé aussi du côté marocain, du côté des banques, pour pouvoir offrir des produits, puisqu'on parlait d'intermédiation, des produits plus structurés et plus orientés vis-à-vis de cette demande, parce qu'elle est importante. Monsieur Amour, vous voulez réagir par rapport à... Oui, je dirais que bon, c'est vrai que viscéralement, on a à travers les différents témoignages constaté que le Marocain avait un attachement fort pour le Maroc. Et effectivement, il y a un attachement pour que, à l'atterrissage de ces investissements, il puisse aider la famille et aider la région à laquelle il appartient par le biais de la famille ou autre. Mais il y a aussi, aujourd'hui, on le constate de manière très très forte à la CGM, une volonté d'investir pour investir. Alors, elle se caractérise par deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'un Marocain du monde, un Marocain entrepreneur ou un Marocain du monde tout court, va investir dans un secteur. Et ce secteur, il ira investir là où il est le plus porteur au Maroc. Si je veux investir dans la pêche, je vais aller à Dakhla. Même si je suis de Tanger ou je suis de Belkane. Si je veux investir, par exemple, dans le cosmétique, je vais aller probablement dans la région d'Agadir si je veux utiliser l'huile d'argan, etc. Donc, je flèche mes investissements en fonction de la nature, d'abord de mes matières premières, et de la nature de la logistique qui entoure mon investissement. Et de plus en plus, ce qu'on constate, alors effectivement, quand on investit dans ce sens, on a toujours de l'impact. Donc, on fait du bien. Et il y a aussi un phénomène qu'on essaie, nous, à la CGM, de contenir fortement, c'est celui de faire appel à son cousin, à sa cousine, à sa tante, à son oncle. Quand on investit net kalima, c'est-à-dire dans des investissements relativement significatifs, eh bien, nous, en tant que Marocains, moi j'ai investi en Afrique dans 4 pays, je suis en Europe dans 2 pays, chaque fois que je pénètre un pays, je m'adresse à des bureaux d'études qui font les études pour mon groupe, pour investir dans ces pays et me permettre de me déployer d'une manière institutionnelle, traçabilité, transparence. Après, il y a les impacts politiques et tout le reste qu'on gère autrement. Mais ce qu'on essaie aujourd'hui à la CGM d'encourager les Marocains du monde à faire, c'est d'utiliser les institutions transparentes qui peuvent au mieux les accompagner dans leurs investissements pour ne pas avoir de déconvenues, y compris d'ailleurs dans l'immobilier, puisque une des fédérations que nous portons à la CGM est la fédération des promoteurs immobiliers. Eh bien, cette fédération est tout à fait capable d'accompagner un investisseur marocain pour éviter les déconvenues, parce qu'il y en a beaucoup, on entend parler beaucoup dans les journaux, à aller chez un promoteur labellisé. La labellisation, on a parlé de la RSE il y a 2 minutes, la labellisation, c'est un gage aussi pour un investisseur qui est loin, parce que un Marocain du monde, et nous on le fait à la 13e région de la CGM, il a cette dualité. Il est dans son pays, mais il vient investir au Maroc. Et quand il vient investir au Maroc, souvent, on lui donne, et ça c'est un élément que je voulais, sur lequel je voudrais appuyer d'un point de vue de l'investissement, donc de la transférabilité des fonds, on lui donne il a des attentes. Et ces attentes, elles lui viennent de qui? Elles lui viennent du gouvernement.
Je vous donne un exemple. Le CRI a annoncé, il y a quelques mois, après s'être complètement renouvelé, qu'on pouvait créer une entreprise au Maroc en 48 heures. Un MRE qui écoute ça, il se dit, ben moi, je vais aller au CRI, je vais créer ma boîte en 48 heures. Mais le problème, c'est que un groupe comme le nôtre, les banques ou les groupes industriels comme le nôtre, pour créer une boîte, il lui faut au minimum un mois. Avec tout ce qu'il faut comme fourche codine pour passer créer une entreprise. Ça sert à... Et donc le Marocain, quand il arrive au Maroc pour créer sa boîte, il vient et il va au CRI et il se rend compte qu'il est là au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines. Et qu'est-ce que ça crée chez lui? Ça crée de la frustration. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on a nourri chez lui des attentes qu'on a mis à ce niveau, il se retrouve à ce niveau. Et donc, on a aujourd'hui, nous, le rôle à la CGM, de mettre les choses à plat et de lui dire, voilà, vous voulez avoir une démarche transparente, on est capable de vous accompagner dans des délais donnés, avec des partenaires donnés que nous fléchons pour vous, et vous avez le choix après de choisir lequel vous voulez utiliser, mais en tout cas, vous êtes dans une démarche où, de bout en bout, vous êtes accompagné en tant que membre de la CGM, comme on peut être membre du MEDEF, pour accomplir cet acte d'investissement. Donc oui, on va donner à notre pays, mais oui aussi, on va avoir un acte qui va être un acte intéressé et qui doit être accompagné, institutionnalisé, je veux dire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Amour. Je me tourne vers vous, professeur, monsieur Belindouz. Alors, on a tous discuté, je voyais que vous prenez des notes. Alors, est-ce qu'il y aura ce tarissement finalement de ce flux financier ou pas? Avec votre expérience, avec le recul et tous les enseignements tirés de ce débat? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je rejoins Il faut juste approcher votre... Voilà. la remarque qui a été faite. Depuis très longtemps, on parle de tarissement, mais personne ne peut prédire l'avenir de manière, voilà, avec tous ces changements qu'il y a. Mais je pense qu'il faut prendre les mesures adéquates. Est-ce qu'on prépare cette éventualité, ou bien ce maintien, disons, des transferts? Est-ce qu'on le fait? Ça, c'est la grande question. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de partir d'un certain nombre d'éléments favorables sans faire aucun effort. Je sais que le système bancaire, bien entendu, il a fait un effort d'abord de s'implanter dans tous les pays, de pratiquer la bancarisation comme vous dites, mais quels sont les autres avantages qui sont donnés aux Marocains résidant à l'étranger, qui épargnent, qui envoient? Quels sont ces efforts qui sont faits? Moi, j'aimerais bien les entendre. Au niveau des dépôts à vue, qui constituent quand même une bonne part, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, quels sont les intérêts? Il n'y a aucun intérêt qui est accordé là-dessus. Voilà. Ça, c'est déjà au niveau bancaire. Le secteur bancaire marocain ne se comporte pas comme un véritable secteur bancaire. Voilà. Il se trouve que les Marocains sont attachés à leur pays et, ma foi, mais les nouvelles générations, elles font attention à cet aspect des choses. En second lieu, un certain nombre d'efforts ont été... Quels sont les efforts qui sont entrepris par le secteur bancaire également? Je m'excuse, bon, on est dans le cadre d'une discussion, cash, comme ça a été dit. Hein? Voilà, bon. Quels sont les efforts entrepris par le secteur bancaire pour intervenir dans le développement global au niveau du pays de manière générale? Bon. Au niveau des régions d'origine, on continue encore à avoir, régions d'origine des Marocains résidant à l'étranger, appelées autrefois TME. Prenez même pas le soin de les appeler travailleurs marocains à l'étranger, TME. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est fait? Puisque la plupart de l'épargne, ce sont des régions comme Casablanca et autres qui en profitent. Hein. Les régions d'origine ne profitent pas réellement de cette épargne. On commence un petit peu à le faire. Mais ensuite, quelle est la participation du secteur bancaire également
dans la prise en charge de certains, pas investissements, mais dans le cadre, pour la satisfaction de certains besoins, de certaines attentes des Marocains résidant à l'étranger. Moi, je pense à une expérience qui était intéressante, qu'il faudrait rappeler maintenant, au début des années 90, lorsque feu Sa Majesté Hassan II avait créé la fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Bon, ça avait pris beaucoup de temps. La décision avait été prise je me rappelle, en 1986, pour créer un fonds de solidarité, mais on a mis beaucoup de temps. Bon. Il y a eu un mécanisme un peu original pour le faire au niveau du financement. C'était de transformer la fameuse prime de fidélité, si vous vous souvenez, pour ceux qui sont anciens au niveau du secteur bancaire, bon, qui était accordée aux Marocains résidant à l'étranger pour encourager les transferts, et qui était arrivé à un certain moment, alors je me rappelle, 2,5%. 1,5% prise en charge par le Trésor et 1,5% prise en charge par le secteur bancaire au prorata des dépôts à vue. Bon. Et la solution qui avait été trouvée, mais ils n'ont pris à ce moment-là que le 1,25% du secteur bancaire. Le Trésor n'a pas du tout, n'a pas joué son rôle. On a divisé ce 1,25% entre ces institutions. On a accordé, je crois, 82% à Banque L'Amal. Maintenant, Banque L'Amal, où est-ce qu'elle est? Je pense on l'a dès le départ appelé Banque L'Amal. Bon. Et il faut voir les raisons pour lesquelles, disons qu'il y a déjà un péché originel au niveau même de sa constitution, puisqu'il était intimement lié à une banque très populaire, pour ne voir pas à la citer, à l'appeler, à donner sa dénomination. Bon. Et puis, au niveau, on a accordé 0,28 à la fondation Hassan II, et puis le reste à Dar Daman, etc. Bon. Une seule convention, il y a eu une seule convention à un certain moment, et puis après, on l'a renouvelée, mais avec deux banques seulement, la Banque Populaire et la BMCE. Les autres ne voulaient même pas participer. Et depuis, aucune participation du secteur bancaire à des institutions qui doivent jouer un rôle pour satisfaire un certain nombre de besoins, disons, au niveau des Marocains résidant à l'étranger. Mais professeur... Et le ministère des Finances laisse faire, au nom du libéralisme, au nom de ceci. Donc, voilà. Ça, c'est un domaine dans lequel le secteur bancaire est interpellé pour pouvoir être beaucoup plus présent. Voilà. Je pense que... Monsieur... Je vais juste... ça va être très court. Je vais juste rappeler un peu... Bon, ça fait 30 ans ou 35 ans que je suis sur le marché MRE, donc je connais toute cette histoire. D'abord, rappeler TME, MRE, MDM. En fait, TME, personne n'a inventé ce terme. Hein. C'est un terme qui existait à l'époque, au moment de l'immigration. On a parlé des travailleurs marocains de l'étranger. Donc, TME. Et moi, je suis fier d'avoir participé à l'évolution de cette dénomination et je suis dans le groupe qui a inventé MDM. Parce que c'est un terme qui a été inventé au sein de la Banque Populaire, pour ne pas la citer. C'est pas une agence de communication. Ça se fait avec des agents de communication. Mais à votre demande, mais c'est une agence de communication. Je vous signale qu'une agence de communication, c'est une interaction entre un donneur d'ordre et quelqu'un qui réfléchit. Ouais. Donc c'est du brainstorming. Hein. Donc moi, l'agence de communication, on peut vous le dire. Donc cette évolution dans la dénomination, dans l'approche, aujourd'hui le Maroc tarde aussi à passer vers quelque chose qui, pour moi, a plus de signification, de commencer à parler de diaspora et non pas de Marocains résidents. C'est une vraie diaspora. Et donc si on utilise ce prédicat de diaspora, en fait, on pourrait aborder les Marocains résidents à l'étranger de manière un peu plus différente. Alors,
Maintenant, quand on dit rémunération de l'épargne, je vous signale qu'aujourd'hui, sur la rémunération de l'épargne, aujourd'hui, il y a des outils de placement. Donc, c'est la liberté totale d'un MRE de faire avec son épargne ce qu'il veut. Sur l'épargne, moi, je peux vous le dire, et si Mouawia peut le confirmer, l'épargne rémunérée dans les banques dépasse les 50% pour les MRE. Ça veut dire, si vous prenez le marché global des résidents au Maroc, le taux d'épargne ne dépasse pas les 25%. Et si vous prenez les MRE placent pratiquement leur argent dans des instruments rémunérés. Bon, ça d'un côté. C'est pour revenir enfin, vous l'avez dit, hein, je pense que vous avez répondu à la question, le péché originel de Banque Al-Aman. Le Maroc a à un moment décidé qu'il devait passer d'un système, je dirais, d'établissement bancaire spécialisé à des banques universelles. Dans ce passage, il y a des banques qui ont réussi la transformation, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi leur transformation. Parce qu'à un moment, on est plus. Enfin, je donne l'exemple, on n'a pas le donné, on avait un organisme foncier. Cet organisme foncier s'est transformé en banque universelle, donc il a réussi à faire cette transformation. Banque Al-Aman ne l'a pas réussi parce que, de toutes les manières, on ne peut pas faire siéger dans le conseil d'administration d'une banque spécialisée sur l'investissement MRE des banques elles-mêmes qui sont concurrentes de cette banque. Donc il y a un péché originel au départ. Et en plus, je peux juste vous donner un chiffre, les fameux prêts participatifs de Banque Al-Aman sont tous en contentieux. Donc il y a un souci dont parlait tout à l'heure M. Amor, c'est celui de dire on ne peut pas investir à distance. Oui. On ne peut investir que si on est impliqué dans ce qu'on fait. Alors, je pense que pour faire aussi le distinguo, dans le travail qu'on fait aujourd'hui au sein de la 13e région, au niveau des Marocains entrepreneurs de l'étranger, chez ces Marocains, en fait, il y a les deux catégories de personnes et qu'il ne faut pas négliger, comme l'a souligné M. Hamon. Il y a ceux qui veulent voir leur investissement avec un impact, on va dire, social, un impact social ou de développement durable. Il y en a beaucoup, d'accord. Mais il y a aussi des investisseurs Tout à fait. qui, eux, cherchent un rendement. Donc le problème, je pense qu'on va arrêter, parce que c'est un débat qui est dépassé aujourd'hui, on va arrêter de dire le système bancaire ne fait pas. Et je peux vous donner des exemples, le système bancaire fait de manière concrète. On a vécu tous les deux, même en étant concurrents, une expérience première, et je vous donnerai, qui fait que les banques ont agi et agissent seules souvent. Le Maroc, l'investisseur MRE aujourd'hui, aguerri, va arbitrer entre des places d'investissement. Donc il faut que le Maroc, il faut que la place Casablanca, ou le Maroc de manière générale, se positionne au même niveau en termes de retour sur investissement que les autres pays. Il a un certain nombre d'atouts, mais ce n'est pas acquis. Ça veut dire que nous devons défendre ces atouts, nous devons les expliquer pour attirer ces MRE, parce qu'un MRE qui est un investisseur aguerri, il va, vous l'avez dit tout à l'heure, il est intéressé par l'Afrique, il peut aller investir directement en Afrique. Pourquoi il va passer par le Maroc? Donc, nous, on lui dit pourquoi il passe par le Maroc et pourquoi il a intérêt à passer par le Maroc. Donc ça, c'est... Alors, dernier point pour dire les banques. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de bibancarisation. Les banques marocaines ont investi lourdement dans des réseaux à l'étranger, et tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Dans cet investissement, vous savez qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté vis-à-vis des régulateurs et vis-à-vis des autorités monétaires de ces pays-là pour faire le travail qu'ils ont fait depuis 70 ans. D'accord ? Je vous donne deux exemples. Aucune banque marocaine ne fait de l'intermédiation pour le compte du Maroc aux Pays-Bas, en Italie. D'accord ? Et donc, ils ne peuvent plus rien faire dans ces pays-là. Parce que les régulateurs leur posent des problèmes. On a travaillé ensemble, banque marocaine, pour faire avancer de manière très significative la réglementation française, puisqu'il y a eu un amendement conséquent du Code monétaire et financier français pour faire admettre aux régulateurs français
que les banques marocaines peuvent faire, que les filiales des banques marocaines en France peuvent faire ce qu'on a appelé de l'intermédiation bancaire pour le compte des maisons mères. Elles ont le droit d'ouvrir des comptes au Maroc. Elles ont le droit de vendre des produits et services financiers au Maroc. Donc il est temps, et aujourd'hui on ne peut pas faire ce travail en Italie, on ne peut pas le faire aux Pays-Bas. Et donc il est temps aujourd'hui de poser le sujet global, de dire le statut avancé sur les services financiers. Parce que sinon, on ne peut pas dire au secteur bancaire allez défendre votre... Donc il faut qu'on pose les sujets. Le vrai sujet, si on veut effectivement sauvegarder le rapatriement de l'épargne des Marocains et les bancariser au niveau des banques marocaines. Donc il y a des sujets très importants qui dépassent aujourd'hui les banques. Il y a l'attractivité de l'économie nationale et il y a le fait que dans nos rapports, notamment avec les pays d'immigration traditionnels qu'est l'Europe, il faut qu'on réfléchisse sur le statut avancé en termes de services financiers pour faciliter le travail des banques marocaines dans ces pays-là. Merci beaucoup. On prend la parole d'un ancien Tijari ou avant. Allez-y. Je complète ce que vient de dire Aïdi Lourdi. Dans ma casquette ancienne de directeur général Tijari Wafa Banque Europe, j'étais appelé à fusionner avec une banque sénégalaise dont la maison mère a été acquise par Tijari au niveau du Sénégal. Et c'est là où on va démontrer, et on était un peu sûr, que ce qu'a fait le Maroc et les banques marocaines pour la diaspora marocaine n'existe nulle part. Quand on vient à la diaspora sénégalaise, camerounaise, ivoirienne, ils n'ont rien du tout. Et c'est actuellement, s'ils ont quelque chose, c'est grâce aux banques marocaines qui sont parties dans leur pays, justement. Ni l'État avait un ministère, ni les statistiques étaient fournies, ni les banques s'intéressaient à leur épargne, et quid encore de l'investissement de leur diaspora dans leur pays. Donc ça, et en plus, on était invité même dans des forums mondiaux pour parler du modèle marocain. Et c'est là on voit les 60 ans de travail. Il faut rendre hommage à la Banque populaire qui a immigré avec les Marocains, qui étaient dans les consulats. C'était le génie de Sa Majesté à l'époque. Et de là est née cette relation avec les banques marocaines et qui ont investi. Personnellement, j'ai ouvert 60 agences en Europe, donc de Almeria jusqu'à Francfort et de Rennes jusqu'à Padova à l'ouest. 60 agences bancaires, ça coûte. Et la pression des régulateurs, bien sûr. Voilà, donc je voulais rajouter ce point. Merci. Professeur. Ce que je voudrais dire aussi, c'est, bien entendu, il faut améliorer la bancarisation des Marocains résidant à l'étranger, mais je pense qu'il y a une nécessité beaucoup plus importante, c'est de maintenir, j'allais dire, la marocanité des Marocains résidant à l'étranger, de maintenir le lien et de maintenir, disons, cet attachement qui ne doit pas être simplement sentimental, mais à travers la reconnaissance de la dignité des Marocains résidant à l'étranger, de leurs droits. Vous savez, même l'appellation de Marocains du monde, bon, paraît moderne, elle s'inscrit dans le cadre de la mondialisation, c'est vrai, c'est mieux que TME, bon. Mais Marocains du monde, c'est pratiquement Marocains qui appartiennent beaucoup plus au reste du monde qu'au Maroc. Hein? Je sais bien. Pour ma part, je pense qu'ils doivent être considérés comme des citoyens marocains à l'étranger. Voilà. Et même dans le cadre du développement, bien entendu, il y a l'aspect économique, social, culturel, etc. Mais le développement, c'est aussi le développement démocratique, le développement politique. C'est un élément. J'ajoute également au niveau du cadre général, c'est un problème qui reste encore posé, c'est-à-dire, bon, qu'il faut assainir l'environnement de manière générale. Tout le monde en parle. Regardez par exemple au niveau de la justice, au niveau de la spoliation des biens immobiliers, ce n'est pas encore résolu. Hein? La corruption qui continue à exister, les malversations, bon, tout ça, évidemment, ça rebute. Hein? Ça, c'est le premier élément. Et puis aussi, à mon sens, il faut intégrer ça également dans le cadre d'une politique globale, dans le cadre d'une vision globale. Or, jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a eu toujours la dominante financière a toujours été la marque de fabrique des divers gouvernements depuis les années 60, c'est-à-dire
des devises en plus pour des chômeurs en moins, avec l'acquisition de compétences, etc. Et puis, à un certain moment, on a combiné un petit peu de droits de l'homme, un petit peu de dimension sécuritaire, mais la dimension, disons, l'aspect transfert monétaire a toujours été la préoccupation des pouvoirs publics. Mais qu'est-ce qui est fait à côté? Il y a eu des progrès, c'est vrai. On parle des années 90, par exemple. L'institution d'un ministère chargé à l'époque de la communauté marocaine à l'étranger, délégué auprès du Premier ministre. Il y a eu la création de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Quelques années plus tard, en 2007, il y a eu la création du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Mais toutes ces institutions-là, bon, font des efforts, bien entendu, etc. Mais pour l'instant, il y a des dysfonctionnements énormes. Le dossier lui-même, tel qu'il est géré maintenant, bon, au niveau des affaires étrangères, c'est bien parce qu'il y a les consulats, les dimensions, mais il y a toute une série de dimensions, de problèmes qui existent à l'intérieur du Maroc. Et donc, ces changements, etc., ne semblent pas très convaincants. Et puis également, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, bien entendu, elle joue un rôle au niveau du maintien, du lien, au niveau de l'aspect culturel, au niveau de l'enseignement de la langue arabe, etc. Ça c'est très bien. Mais il y a des dysfonctionnements. Le comité directeur, par exemple, il est composé à la fois des divers départements ministériels, mais les associations, ce sont les fameuses amicales répressives qui existaient durant les années de plomb. Hein? Donc ça ne s'est pas démocratisé. Le comité directeur lui-même, il doit se réunir 2 fois par an pour discuter du budget, pour établir un dialogue, etc. Il doit se réunir 2 fois par an. Il ne s'est pas réuni depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000. Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, c'est un grand acquis. Il a 2 objectifs. À la fois, c'est un conseil consultatif. Il doit produire des avis consultatifs à Sa Majesté. Il doit également présenter un rapport stratégique tous les 2 ans. Eh bien, il ne joue pas ce rôle. 0 avis consultatif jusqu'à présent. 0 rapport jusqu'à présent. Les institutions ne jouent pas leur rôle. Alors, également pour... voilà. Et je pense qu'il faudrait également une stratégie globale, je termine, une stratégie globale en matière de Marocains résidant à l'étranger et tenir compte, surtout à l'heure actuelle également, les Marocains résidant à l'étranger, ils tiennent à cela. Ils sont citoyens aussi bien là-bas, comme le reconnaît la Constitution, mais ils veulent également être des citoyens à part entière au Maroc. Ça veut dire que les aspects politiques, les aspects démocratiques, et notamment leur présence au Parlement, aussi bien à la première chambre qu'à la deuxième chambre, est une nécessité absolue, compte tenu à la fois de la Constitution, compte tenu du discours historique de Sa Majesté le Roi du 6 novembre 2005. Ce sont ces éléments-là. Et par ailleurs, pour la bancarisation pour le futur, bien entendu, il y a toujours un renouvellement. À la fois, l'Europe, quoi qu'on dise, elle a toujours besoin d'un certain nombre de travailleurs au niveau d'un certain nombre de secteurs, comme au niveau de l'agriculture, au niveau des femmes qui vont travailler là-bas. Mais à l'heure actuelle, au niveau de la migration légale, rien n'est prévu, sauf si vous êtes un talent et si vous êtes une compétence. Ça, c'est la grande option maintenant du nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Rien, aucune maintenant, même les visas, comme vous les voyez, etc. Et je ne pense pas que sur ce plan-là, il y aura tellement un renouvellement pour permettre une bancarisation qui est toujours souhaitable au futur. Voilà. Alors, justement, professeur, ces éléments-là qui me paraissent importants, d'autant plus que la commission Ben Moussa, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle a considéré les Marocains résidant à l'étranger, les citoyens marocains à l'étranger, comme un levier pour le développement, mais là aussi elle s'est arrêtée à la conception purement financière, qui n'est économique, culturelle,
Mais s'agissant des Marocains résidant à l'étranger, elle ne les a jamais considérés comme des citoyens marocains à part entière, où ils doivent bénéficier également des articles constitutionnels qu'a prévu la Constitution de 2011. Merci, professeur. Je donne la parole à M. Hazim qui voulait réagir. Après ça, je vous donne la parole. Disclaimer. Je vous donne 30 secondes. En fait, je voudrais faire un disclaimer. Je souffre d'un biais d'optimisme naturel. Oui. Je signale que je ne me soigne pas. J'ai été... Oui, c'est contagieux. Mais il faut se frotter longtemps. Oui. J'ai été il y a quelques jours à Alger et à Tunis. Et à Tunis parce que je suis obligé de passer par d'autres biais pour aller à Alger. Et j'ai eu des difficultés à expliquer mon métier. À Alger comme à Tunis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent d'établissement de paiement. Vous avez compris que je recentre le débat sur le transfert d'argent. Tout à fait. Il faut revenir au cœur même de notre débat. Il n'y a pas, ni à Alger, ni à Tunis, aujourd'hui, des réseaux, des facilitateurs de transfert d'argent aussi fluides qu'il se passe au Maroc. Parce que, évidemment, on pourrait dire l'État devrait faire, c'est ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, mais l'État, en laissant faire, fait aussi beaucoup. C'est-à-dire en laissant faire le secteur privé, ça a été démontré par l'action des banques, parfois concerté évidemment par un certain nombre de stratégies nationales. Mais dans notre métier, par exemple, qui est celui de faciliter les flux d'argent d'un côté comme de l'autre, depuis quelques années, on voit que l'Office d'échange est en train de faciliter la possibilité pour un Marocain d'envoyer de l'argent vers l'étranger. On est en train de se décomplexer vis-à-vis de ça. Ça facilite beaucoup et ça fluidifie le transfert de fonds. Et donc, la possibilité que ce Marocain du monde, ce citoyen du monde, cet ambassadeur marocain dans le monde, ce travailleur finalement, ou cet entrepreneur, et ça lui facilite la vie tout simplement, parce que finalement notre métier c'est de faciliter la vie de ces gens-là. Ils peuvent partir, ils peuvent être tranquilles en disant je peux continuer à soutenir ma famille de manière assez facile. À Alger, évidemment, je ne vais pas jeter le... En tout cas, je le dis de manière sans arrière-pensée, évidemment. Ils n'ont pas la possibilité de recevoir l'argent des Algériens du monde, à part l'informel. Il y a un différentiel de taux de change qui est extraordinaire. On parle de entre 160 et 220 dinars par euro. Le différentiel de taux de change. Mais tout ça, on ne le trouve pas au Maroc et ça paraît naturel. Non, ce n'est pas naturel. C'est voulu, c'est une stratégie derrière, c'est souhaité, c'est maintenu en tant que tel et ça facilite la vie de nos Marocains du monde. Avant justement de connaître vos recommandations pour savoir comment maintenir le cap, je vous donne la parole, si Aziz. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'entends parler de MRE, de TME, etc., etc. Donc forcément, autour de cette table, je me sens un peu concerné. On parle de transfert et de flux financiers, c'est important pour tout le monde, autant pour celui qui envoie que pour celui qui reçoit et ceux qui s'en servent. Mais juste pour rappeler, le Marocain du monde n'est pas un mouton à six pattes, il n'est pas homogène, il y a des grands, il y a des petits, il y a des lettrés, il y a des illettrés, il y a des gens qui ont bien réussi dans la vie. Il y a ceux qui peuvent investir à distance sans être présents, on appelle ça des actionnaires. Il y a celui qui veut investir et qui veut voir son hanout avec son salarié derrière. Donc il y a une multitude de MRE, moi je préfère, je l'ai utilisé tout à l'heure, le terme de diaspora, parce que la diaspora recouvre une réalité. Ceux qui sont nés ici, comme moi, à l'hôpital de Khouribga, et qui sont partis faire leurs études, qui ont grandi, etc. Il y a ceux qui sont nés là-bas, 2e, 3e, 10e, je ne sais pas jusqu'à quand on comptera les générations, et qui ont un lien affectif, mais il y a aussi, j'y intègre en moi tous les amis, tous ceux qui ont un lien affectif pour X raisons. J'aime le Maroc, j'aime Marrakech, j'aime Fès, j'aime ma culture, j'aime le couscous, j'aime ce que vous voulez dans ce Maroc, et j'ai envie d'y apporter quelque chose. Je mets ces gens à l'intérieur. Mais je pense qu'il faut un petit peu segmenter, ne pas généraliser, parce que celui qui envoie de l'argent, comme le faisait, Dieu et son âme, mon père, pour aider via la banque Chabi, il faut rappeler qu'il n'avait pas trop le choix. Hein. Je referme la parenthèse. Donc, via le banque Chabi pour aider son village, ses frères et ses sœurs, cette démarche-là, elle était voulue, mais elle était aussi un peu osée. C'est plus du tout le choix. Et pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure,
cadres, dirigeants, entrepreneurs me le maîtrisent. J'ai une panel d'offres aujourd'hui avec une mondialisation. Je peux envoyer mon argent où je veux, faire un placement en cliquant, en faisant 3 tutos sur YouTube, en m'adonnant à quelques exercices de placement en Asie, au Moyen-Orient, dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a un élément déclencheur, et je pense que ce que disait le professeur tout à l'heure est important, c'est d'aller en amont. Qu'est-ce qui fait le déclencheur? Qu'est-ce qui me donnera envie d'aller envoyer mon argent au Maroc au-delà de cette obligation familiale? Qu'est-ce qui me donnera envie? Alors on a parlé du lien affectif, de la considération. C'est vrai qu'on ne va pas se le nier. Parfois, excusez-moi, je fais une petite digression, mais je vous jure, je reviens sur le sujet direct après, c'est que parfois les MRO, on a l'impression d'être très intéressants uniquement côté financier. La vie politique, la vie citoyenne, vous en occupez pas parce qu'on, par contre, jibkoum marhaba bikoum, c'est votre portefeuille. Donc il y a une dimension humaine qu'on ne peut pas nier, parce que la relation financière, messieurs les banquiers, vous le savez, autant que nous, les entrepreneurs, c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes et de liens humains. Et c'est important, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est gratuit et je vous assure, c'est très rentable. Merci beaucoup, c'est Aziz. Professeur, on va clore le débat, vos recommandations. Si vous voulez prendre le micro, s'il vous plaît. Vous vous rappelez tous, peut-être, bon, je crois que ça s'est situé en l'année 2002, la chanteuse Atabou. Voilà. Et si vous êtes chez vous. Et puis Faudel. Vous vous rappelez tous. Ici vous êtes chez vous. Bon. C'était 2002. La fin du gouvernement d'alternance consensuelle où on a mis de côté les citoyens marocains à l'étranger. Et à l'époque, ça circulait déjà, le gouvernement avait, comment dire, il avait transformé un petit peu cette chanson et il l'avait ramenée de la manière suivante. Ici vous êtes chez vous, amrahba bikum fi bladkoum. Ici vous êtes chez vous, lakin al-barloman machi dialkoum. Bon, on est en plein sujet. On parle des transferts monétaires, mais la question migratoire, c'est un tout. Vous ne pouvez pas ignorer les aspects démocratiques, les aspects politiques, les aspects sociologiques. Ça forme un tout. Même une banque, elle doit s'intéresser à... Prenons un exemple, simplement au niveau des droits. Mais est-ce que c'est son rôle, professeur, une banque de... Non, pardon. Non. Je réponds à une remarque qui a voulu ramener la discussion sur le sujet. Suivez mon regard. Voilà, bon. Par exemple, lorsque les citoyens marocains à l'étranger, ils doivent avoir leurs droits sociaux. Les conventions de sécurité sociale, par exemple, bon, il doit y avoir d'abord avec tous les pays. Ensuite, ça doit être actualisé. Un certain nombre de droits doivent être renouvelés. On ne le fait pas assez. Et lorsque ces droits sont appliqués, ça fait des devises en plus pour le Maroc. Ça fait des rentrées d'argent, ça fait des transferts. Voilà. Voilà un exemple où on peut voir qu'avec le progrès social, en tenant compte des droits économiques et sociaux, d'autres secteurs comme les banques, etc., peuvent également en profiter. Les choses sont intimement liées. Voilà. Merci, professeur. Et je ne pense pas que, en tous les cas, ces sujets-là sont discutés sur la place publique, sont discutés au niveau du Parlement. Nous sommes dans un pays libre, dans un pays où la démocratie fait son chemin. Et je pense qu'au niveau de certains secteurs, il ne doit pas y avoir, à mon humble avis, l'imposition de certains tabous ou domaines réservés, alors qu'ils ne le sont pas au niveau de l'environnement national. Merci, professeur. Monsieur Amour, brièvement, votre recommandation. Oui, justement. ma recommandation, c'est qu'au niveau de la CGM, je reviens toujours à notre institution, nous avons 13 régions, et donc welcome à tous les Marocains du monde dans n'importe laquelle de ces 13 régions. Il se trouve que
La 13e région que j'ai l'honneur de porter est une région qui est transverse. Et donc, la CGEM, constituée par ces 12 magnifiques présidents de région localisés, sont capables d'accueillir les Marocains du monde à n'importe quel moment pour les accompagner dans leur acte de transfert ou d'investissement. Et nous avons 37 fédérations au sein de la CGEM qui représentent 155 métiers différents. Donc c'est bien le diable s'il ne retrouve pas le métier qu'il désire pratiquer dans sa région pour une raison, pour une autre ou dans une autre région. Et je voudrais répondre avec un clin d'œil au professeur en disant, nous avons au sein de la CGEM, donc comme nous sommes les 13 régions, dont la région des Marocains du monde, 6 représentants au Parlement. Rien ne nous empêche, moi demain, vous passez par la région de la 13e région, vous êtes à Paris ou à Quimper ou à Tokyo ou en Chine, vous avez une revendication à défendre au niveau du Parlement. Nous avons 6 parlementaires de la CGEM et croyez-moi, avec une équipe de 40 personnes derrière eux qui préparent les dossiers, comme vous savez comment sont les entrepreneurs, extrêmement pointus sur ces sujets-là, et nous sommes capables de défendre d'une manière tout à fait décomplexée, désintéressée, n'importe quel sujet si tenté. Et là, je reviens à ce qu'on disait, qu'il s'adresse à l'acte d'entreprendre. Nous ne faisons pas de politique, nous ne rentrons pas dans les élections ni rien. S'il s'agit d'entreprendre, nous avons 5 piliers. Eh bien, nous avons passé 14 amendements qui sont passés à la première chambre sur 15. 14 sur 15. Je trouve ça quand même pas mal. Donc, que les conseillers au niveau de la CGEM défendront également les droits politiques des citoyens marocains. Alors là, je vous réponds d'une manière très très claire. Il n'y a pas de politique à la CGEM. Nous faisons de l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat et nous nous interdisons formellement de rentrer dans le champ politique qui est, lui, pris par les partis politiques qui, du reste, font leur tournée politique à travers tous les pays. Nous les avons même retrouvés aux États-Unis en train de faire leur programme politique et de défendre auprès des Marocains du monde. Et je pense que chaque canal chaque besoin, en tout cas, a son canal. Merci beaucoup, c'est à moi. On va en parler tout à l'heure lors du déjeuner. Je vais donner la parole à M. Srli, parce qu'on a largement dépassé le temps qui est... C'est bien dit. Moi, je dis, sur une note d'optimisme, le tarissement, je pense que ça va jamais arriver. On a vu dans le passé les politiques migratoires. Quand un pays sature, on trouve toujours des couloirs de nouvelles migrations. On l'avait sur l'Europe du Nord, quand ça saturait, on a ouvert l'Europe du Sud. Le Moyen-Orient, alhamdoulilah, il explose. Il pèse déjà 17% de tout ce que la diaspora envoie vers le Maroc, et ça progresse à 2 chiffres. L'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Afrique. Nous, alhamdoulilah, quand on va dans l'Afrique, on trouve plein de Marocains qui étaient là-bas depuis longtemps, et il y a un flux continu qui va aussi de commerçants, d'investisseurs marocains vers l'Afrique. Et donc, même si les transferts de la diaspora en tant que transferts vont tarir, je pense qu'on va les recevoir en tant qu'investissement étranger direct vers le Maroc, en tant qu'investisseur, avec ce qu'on est en train de faire avec l'État, sur un certain nombre d'accompagnement de l'investisseur, du nouveau statut de l'investisseur, de tous des outils d'aide à l'investissement, et aussi tout ce qu'on fait dans la banque est ouvert aux Marocains du monde. Quand on fait un tel acte, il est ouvert aux Marocains du monde. Quand on fait... tous les programmes d'aide à l'investissement sont ouverts à tous les Marocains. Il suffit juste qu'il ait un passeport marocain. Voilà. Merci beaucoup, aussi Srli. Monsieur Louardi. Moi, je pense que le MRE a un statut très particulier au Maroc. Il bénéficie à la fois de sa citoyenneté en tant que Marocain, mais aussi en tant qu'investisseur étranger. Donc, il bénéficie des 2 statuts. Donc, voilà, il est doublement primé. Exactement. Donc c'est juste probablement une problématique d'information. Le deuxième sujet, je pense que, pour recentrer le débat sur les transferts, il y a, Hazim a parlé tout à l'heure de la digitalisation, Simoaoui a parlé de la digitalisation. On n'a pas parlé de FinTech, malheureusement. Alors, je voulais aborder la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, à travers les FinTech, à travers la digitalisation telle que se profile, on pourrait mécaniquement augmenter les transferts. Parce qu'il suffit de réduire les coûts des transactions. Parce que tout à l'heure, je m'avais pensé à un chiffre, mais en fait, il est beaucoup plus important que ça. Sur certains corridors, avec certains opérateurs, les commissions atteignent les 15%. Wow. Donc, nous, en faisant de la digitalisation, en poussant en fait à de l'innovation,
en matière de services de transfert, on pourrait mécaniquement augmenter les transferts de manière assez conséquente. Merci beaucoup. Je donne la parole à Si Hazim. Si vous voulez parler rapidement, professeur. On va le faire tout à l'heure. Tout à l'heure, on va le faire au niveau du... C'est un déjeuner débat. Donc tout à l'heure, vous aurez l'occasion. Sinon... C'est Hazim. Allez-y. Le débat est passionnant, mais malheureusement... Oui. Moi, ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est que c'est bien quand chacun fait son job bien. C'est-à-dire quand les politiciens font leur job correctement, quand les banquiers font leur job correctement, et puis quand les établissements qui vont... Enfin, moi, si je fais mon job correctement, je suis dans la facilitation de la vie des Marocains et des Marocains. Et après, c'est un lieu de résidence. Nous sommes beaucoup mieux lotis que d'autres, nous sommes beaucoup moins bien lotis que d'autres. C'est intéressant qu'il y ait débat et qu'il y ait volonté d'aller vers le mieux de toutes les façons. Sachez que nos voisins de l'Est, du Sud, etc. nous envient beaucoup, 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 vraiment. Votre recommandation pour maintenir le flux et maintenir le cap et ses acquis? Alors, la reconnaissance, oui, effectivement, peut-être un peu plus de fluidité, de facilité pour faciliter encore plus ces flux-là. Parfois, il y a certains éléments de frottement. Ça, de toute façon, on a une discussion régulière avec le régulateur notamment sur ces aspects-là. Il y a certains aspects de frottement qu'on peut encore aller chercher, mais on est toujours dans le mieux. Globalement, moi, je trouve qu'on est plutôt bien. C'est pour ça que ma recommandation, c'est de continuer à collaborer entre nous, entre collègues, établissements de paiement entre eux, avec les banques, avec la Banque centrale, etc. Tout ça est un écosystème qui converge en termes de stratégie. Merci à vous, messieurs, pour vos lumières, toutes ces idées qui ont enrichi le débat. On a abordé toutes les questions qui tournent justement autour du transfert d'argent, l'économie, la société, la politique, justement ces attentes de la diaspora marocaine. Je rappelle que toutes ces recommandations et ces pistes de réflexion seront notées et compilées dans un document qui sera remis par la suite donc au ministère des Affaires étrangères, mais aussi aux acteurs du marché pour justement répondre au mieux aux attentes de la diaspora, de ces compétences marocaines qui sont étrangers. Merci à vous également, madame, monsieur, pour votre présence et je vous souhaite un bon appétit. Donc le débat va se poursuivre à table, donc d'une manière encore tout conviviale. Merci à vous.